Chers amis du cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, un sujet un peu douloureux, en tout cas un peu inquiétant, pour particulièrement, pour les gens comme moi, donc les parents. Ça vaut aussi pour les futurs parents et pour tous ceux qui ont des petits à côté d'eux, donc grands-parents, nièces, oncles, et éducateurs, de tout type. Parce que nous allons parler d'un bruit de fond insidieux qui, s'approche à pas de loup de nos petites têtes blondes et malheureusement au sein même de l'institution scolaire. Et pour ça, je reçois aujourd'hui Sophie Audugé. Sophie Audugé, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de SOS Éducation et vous alertez depuis un très long moment sur, disons on va dire non pas la sexualisation de l'école, mais en tout cas si, osons le mot, en tout cas, les différentes propagandes qui passent par, le truchement de l'école sur l'intimité des petits et parfois même des tout petits et je voulais savoir, en ce moment, qu'est-ce qui sollicite votre attention par rapport à ce qui, disons, à ce qui se fait dans les écoles? Qu'est-ce qui retient l'attention de SOS Éducation en ce moment? Alors en fait, nous, SOS Éducation, on a une histoire, une association qui est un peu ancienne, hein. On a été créé il y a plus de 20 ans. Et notre objet social, en fait, c'est de rassembler tous les citoyens qui veulent agir pour défendre une école qui instruit, qui respecte l'autorité parentale, et donc qui tient son rôle. Et à ce titre-là, on analyse aussi toutes les politiques éducatives. Et on veille à ce que chaque politique éducative, chaque décision sur l'éducation nationale, donc les programmes, les enseignements, n'ait pour objectif exclusif que de servir l'intérêt de l'enfant, son instruction et son bien-être. Mmh. Son bien-être dans le sens à l'école, collectivement, c'est-à-dire pas de violence. D'accord? Et donc ça, c'est un travail qu'on mène, je dirais, sur le long cours. Et puis chaque année ou tous les 2 ans, parce que des fois, on prend des sujets qui nous prennent plus de temps que prévu. En fonction de l'actualité dans l'école, c'était l'objet de votre question, j'y viens, je prends le temps parce que c'est important de remettre en contexte. Faites. On s'empare d'un sujet. Euh, et l'un des sujets dont on s'était emparé il y a à peu près maintenant presque 4 ans, c'était la circulaire Blanquer qui prenait fait et cause pour l'idéologie du genre ressentie dans l'institution scolaire. Et à la suite de cette décision du ministre, de cette circulaire signée par Jean-Michel Blanquer, qui a surpris tout le monde, on s'était dit qu'il fallait que nous, on fasse un travail, nous, SOS Éducation, on fasse un travail d'analyse du point de vue de la science. C'est-à-dire qu'on se pose vraiment la question de pourquoi un ministre comme Jean-Michel Blanquer avait considéré qu'il était urgent pour l'enfant et pour l'école de commencer une circulaire de 11 pages euh, par la transidentité est un fait, qu'elle n'est pas. Et pourquoi c'était urgent? Et pourquoi il fallait exiger que l'ensemble de la population éducative accueille la décision d'un enfant de changer de genre sans la questionner, au risque, potentiellement, évidemment, de le laisser aller dans un projet qui pouvait être contraire à son intérêt, à sa santé, et donc faire l'inverse de ce que doit faire l'institution scolaire. Et contraindre justement tout le corps éducatif, potentiellement, à aller à l'encontre de l'intérêt de l'enfant par voie euh, de circulaire ministérielle. Donc on a mené un travail important. Et puis au moment où on menait ce travail-là, on a commencé à voir à avoir des retours de parents qui nous disaient écoutez, effectivement, l'idéologie du genre, on en parle beaucoup dans les écoles, nos enfants reçoivent des enseignements là-dessus, etc.
mais il y a quelque chose qui est quand même aussi très important, c'est l'éducation à la sexualité. Et là, on a été d'abord un peu surpris, on pensait que c'était des faits isolés, et puis on s'est rendu compte que c'était pas du tout des faits isolés, que de plus en plus d'enfants jeunes recevaient des séances d'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire qui relevaient du registre de la sexualité adulte. Et donc, on a échangé avec une autre association qui est l'association Les Mamans Louves, qui recevait le même type de témoignage. Et donc, on s'est dit, mais là, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire comment on est arrivé à passer d'une éducation à la sexualité qui est dans la loi depuis 2001, qui, même si on s'est jamais trop interrogé sur le sens de sa terminologie, éducation à la sexualité, la terminologie n'a aucun sens. On n'éduque pas à la sexualité et certainement pas dans un espace qui est celui de l'école. Mais bon, quelque part, je dirais que le grand public s'était dit, c'est un terme générique et on est d'accord pour faire de la prévention et parler de la biologie. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ça, eh ben, c'était pas de ça dont il s'agissait du tout, et que l'objectif de départ avait dévié, et qu'on était aujourd'hui dans un paradigme très différent qui ne consiste pas à de la prévention, mais bel et bien une éducation à une sexualité globale, telle que l'a définie l'OMS, une sexualité signe de santé, de bonne santé, et qui soit également un enseignement au plaisir sexuel, au plaisir de la relation à l'autre, et tout ça rentrant dans un espèce de terme générique qui s'appellerait désormais l'éducation à la sexualité, sans que les parents ne le sachent et sans que les parents aient été informés ni aient compris ce changement de paradigme qui change finalement tout. Et donc, on s'est emparé de ce sujet-là, il y a presque 2 ans maintenant. Et donc, conscient que c'était un sujet délicat et complexe, euh, on a mis en place un comité d'experts pour vraiment faire un travail scientifique sur le sujet et poser la question toute bête, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'il reçoive un enseignement sur la sexualité adulte dans le cadre de l'institution scolaire? Si vous me permettez des petites questions, heu, pour nos auditeurs et sans, sincèrement sans voyeurisme aucun. Heu, 1re, question, c'est encadré par quel texte? C'est-à-dire sur quelle base des enseignants font-ils cela? Alors, le texte, euh, on va dire général, c'est la loi de 2001 qui fixe l'obligation de 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par classe. Il faut bien avoir en tête qu'en 2001, l'instruction est obligatoire à partir de 6 ans. Donc, cette obligation doit se déployer à partir de la primaire. Mais en 2017, l'instruction est devenue obligatoire depuis 3 ans. Ce qui fait qu'il existe aujourd'hui des académies qui intègrent cette obligation en disant, ben, nous, on va proposer dans notre académie des programmes d'éducation que eux ont reformulés à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès la maternelle. Ensuite, en 2001, donc cette loi impose ces 3 séances, qui est un nombre minimum, c'est-à-dire que c'est au moins 3 séances. En 2003 va sortir une première circulaire qui encadre plutôt bien les choses. Et cette première circulaire, elle dit que jusqu'au moins au collège, ces séances ne doivent pas être des séances isolées. C'est une préoccupation des maîtres et des maîtresses qui, dans chaque classe, doivent avoir à l'esprit leur rôle de prévention, notamment pour lutter contre les abus sexuels et l'inceste. Et donc, la circulaire de 2003 est assez claire en la matière et explique bien qu'en fait, toutes les situations de classe doivent être l'occasion de rappeler à l'enfant que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de le toucher. Cette circulaire a été abrogée en 2018. Et donc, aujourd'hui, la circulaire qui fait référence pour la mise en œuvre de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, c'est la circulaire de 2018, qui donc a été signée par Jean-Michel Blanquer, qui est très longue,
qu'on développe dans le livre qu'on vient de sortir avec Maurice Berger, Régis Bruno et Nicolas Théa, où on a une partie qui est dédiée à décrypter cette circulaire, qui présente quelques garde-fous utiles, mais qui surtout laisse un espace de flou et d'injonction contradictoire qui fait que toutes les dérives sont possibles. Et donc, c'est ce cadre-là, normalement, cette circulaire de 2018, qui a été complétée par une circulaire de 2023 de Papendiaï, qui fixe le cadre dans lequel elle doit se mettre en œuvre au sein de l'éducation nationale. Ce qui est intéressant également à préciser à vos auditeurs, c'est que normalement, un enseignement, pour qu'il soit dispensé, il doit être assorti de programmes officiels. Or, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de programme officiel. Les seuls programmes qui existaient étaient les programmes du cycle 3, c'est-à-dire qui comprend CM1, CM2, 6e, et qui portait sur la reproduction et qui était quand même très axé biologie. Il n'y avait pas de programme pour les classes antérieures et pas de programme pour les classes postérieures qui étaient associés à cette éducation à la sexualité. Et c'est bien ce qu'a demandé Papendiaï, voyant que nous, on l'avait sollicité face à des cas de dérive graves et il n'avait pas répondu. Et il sentait bien qu'il y avait des dérives qui étaient en train de se mettre en œuvre. Et donc, il a saisi le Conseil supérieur des programmes en juin 2023 pour lui demander de produire des programmes officiels pour tous les niveaux de classe, de manière à pouvoir, quelque part, imposer et formaliser un enseignement par niveau de classe. Le Conseil supérieur des programmes a travaillé. Nous avons d'ailleurs été auditionnés et je m'y suis rendue avec les 3 médecins avec lesquels on a travaillé sur ce rapport et ce livre. On a présenté nos travaux et ils ont proposé des nouveaux programmes qui sont encore à l'état de projet officiellement, mais dont on sait que Nicole Belloubet a exprimé sa volonté de les mettre en œuvre et de les déployer le plus vite possible après la rentrée. Pour l'instant, ces programmes sont encore dans les cartons que Nicole Belloubet a laissé donc à la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Madame Jeunetet, et dont on ne sait pas comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va être dans la ligne de Madame Belloubet, c'est-à-dire dire oui, je mets en œuvre ces nouveaux programmes et donc il y a désormais des programmes d'éducation à la sexualité à tous les niveaux d'âge, c'est-à-dire de la maternelle, du primaire, etc. En sachant que sur ces nouveaux programmes, il y a une sémantique qui est en train d'être appliquée, c'est-à-dire qu'on nous dit ce n'est pas de l'éducation à la sexualité parce qu'on l'appelle éducation à la vie affective et relationnelle jusqu'au CE2 et ensuite on l'appelle éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle. Ce à quoi nous répondons, mais si c'est de l'éducation à la vie relationnelle, ça n'a pas à entrer dans la loi de 2001 qui s'appelle éducation à la sexualité parce qu'elle s'appelle éducation à la sexualité, elle s'appelle pas autrement. Donc, soit c'est pas de l'éducation à la sexualité et ça ne rentre pas dans le cadre de cette loi-là, soit c'est de l'éducation à la sexualité et vous le laissez dans ce cadre législatif-là. Et c'est bien par rapport à ce flou maintenu qu'on perçoit quelque chose qui ne nous convient pas du tout, c'est-à-dire une confusion entre ce qui serait de l'éducation relationnelle, on peut appeler l'intelligence émotionnelle, la capacité à, à échanger ensemble, à travailler ensemble, à collaborer ensemble quand on est enfant, à avoir des relations non violentes collectivement, ce qui nous semble évidemment être une compétence importante à développer, mais qui n'a pas à entrer dans le cadre d'une éducation à la sexualité, parce que c'est pas de sexualité dont il est question là, c'est de relations interpersonnelles. Et dans ces cas-là, il faut clarifier quel est l'objet de cet enseignement. Là encore, sans aucun voyeurisme, pour qu'on soit bien clair. Nous parlons bien, parce que j'ai entendu ça, d'entre autres, je crois, d'un médecin qui fait le tour des popotes médiatiques là-dessus, qui est, je crois, d'ailleurs sexologue de métier, qui dit si nous n'éduquons pas nos enfants au rapport intime à l'autre, la pornographie le fera. Je me rappelle plus de son nom. Il fait le tour. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. Il fait le tour des popotes médiatiques.
et heu et on parle bien parce que moi, je me rappelle des séances de sensibilisation. Alors certes, c'est une école préhistorique maintenant mais c'était on ne peut plus biologique, si vous voulez. C'était au même titre que la prévention contre le tabac où on faisait, fumer sur un petit buvard pour voir ce qui rentrait dans les poumons, c'était pas plus érotique que ça. Le Là, on parle bien de quelque chose de différent. Là, on parle de récits explicites à disposition des enfants, on est bien d'accord? Oui, alors, pour répondre, je ne sais pas si vous pensez ou vous évoquez, peut-être Israël Nizan? Je ne sais pas C'est si lui, c'est, c'est lui. d'accord. Alors, c'est intéressant parce que si vous voulez, en fonction des médias, hem, Israël Nizan présente sa position, qui est effectivement qu'on se doit d'informer sur la sexualité pour faire barrage au ravage de la pornographie. Et à ce titre-là, on est absolument d'accord. Ce qui est important à savoir, ce qui n'est jamais précisé par les médias que vous évoquez, mais ce qui est pourtant dans le livre d'Israël Nizan, qui s'appelle Par les sexes, c'est qu'Israël Nizan est absolument en phase avec notre position. Quand je dis notre position, c'est que, comme vous l'avez compris, nous, le livre qu'on publie actuellement chez Artege, c'est un livre que j'ai rédigé avec 3 autres médecins. D'accord? Donc, il est complètement sur notre position qu'on va qualifier de la manière suivante. Israël Nizan réfute le terme d'éducation à la sexualité comme nous. Mmh. Parce que comme nous, il entend en tant que médecin, hein, il affirme qu'on n'éduque pas à la sexualité parce que ça sous-entendrait qu'il y ait une norme des pratiques et des manières de faire. D'accord? Donc, Mmh. on n'éduque pas à la sexualité. La Tout à fait sexualité logique. s'éprouve dans une relation consentie entre des personnes sexuellement fonctionnelles, c'est-à-dire ce ne sont pas des enfants qui sont sexuellement fonctionnels. Nous En tout sommes cas, pas d'accord. des enfants prépubères. Donc, sur ce point-là, on est d'accord. Ce n'est jamais précisé dans les médias dans lesquels il intervient et les médias se gardent bien de préciser cela. Mais c'est Mmh. important, moi, que je vous le dise. Donc, il va parler d'information sur la sexualité comme nous. En termes d'intervention, lui explique très bien qu'il n'a jamais fait d'intervention avant au moins la classe de troisième, principalement même en seconde, dans les lycées. Oui. Donc, On pour lui, on parle n'intervient de pas gens de 14 ans et demi, 15 ans, 16 ans. absolument. Voilà. Donc, lui considère qu'on n'a pas à intervenir avant. On va même être, on va même rabaisser un peu, on va dire avant la quatrième, d'accord? Ce qui est notre position aussi. Nous, Mmh. on est très clair, il n'y a rien du registre de la sexualité adulte qui doit être enseigné à un enfant avant l'âge de la puberté, c'est-à-dire en gros 12-13 ans. Là-dessus, avec donc Israël Nizan, on est parfaitement alignés. Mmh. On laisse entendre que il a une position opposée à la nôtre, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas vrai du tout. N'importe quelle personne peut se procurer son livre, hein, et vous verrez que ce que je vous dis là, c'est exactement ce qui est écrit noir sur blanc dans son livre. Donc, je dirais qu'à partir du moment où vous êtes un médecin, un professionnel de la santé de l'enfant ou de l'adolescence, vous êtes d'accord pour dire que on ne peut pas enseigner à des enfants prépubères ce qui relève de la sexualité adulte. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que expliquer à des enfants ce qu'est la pénétration, quand je dis enfant, c'est moins de 12 ans, dans des cours, dans des séances d'éducation à la sexualité, qui seraient faites par des infirmières, des associations qui sont externes à l'établissement, voire des professeurs, il est contre-indiqué, dangereux pour l'enfant, de lui présenter le réel de la sexualité adulte à un moment où il n'est pas prêt à le recevoir pour une raison très simple, c'est qu'il ne peut pas l'éprouver parce qu'il n'est pas fonctionnel sexuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fellation, sodomie, pénétration, masturbation, cunnilingus, etc., etc. Or, ces pratiques sexuelles sont présentées dans des séances d'éducation à la sexualité à des enfants prépubères. Voilà, ça c'est un fait. Tout Aujourd'hui, à fait, mais par qui? Parce que le corps enseignant tolère ça? Bah, vu comment ils sont formés, ils prennent sur eux de faire ça?
Alors, je suis désolée, je suis peut-être trop détaillée dans mes réponses, mais j'essaye d'être Non, rigoureuse parce que non, c'est très bien, c'est très bien parce que mais justement, Mm. on me dirait, Non, mais moi, la question va se poser vu l'âge des miens, mais ils sont le très sujet est heureux, le sujet est suffisamment sensible, et vous l'avez bien compris, bien sûr. pour que je sois vigilante. C'est pour ça Tout à que c'est fait. intéressant que vous évoquiez Israël Nisand et que je puisse vous dire quelles sont ses positions Oui, oui, tout à fait. réellement officielles et comment les médias font des raccourcis ou ne précisent pas sa pensée pour laisser entendre qu'il est d'accord avec une sexualisation précoce des enfants dès Oui, la tout à primaire. fait. Voilà, Oui, ce oui, qui n'est pas le oui, cas. c'est très juste. Donc, si vous voulez, les professeurs aujourd'hui suivent, en tout cas ceux qui sont favorables à cela, pour ceux qui sont favorables et qui le revendiquent, suivent un mouvement idéologique. C'est-à-dire que comme le reste, comme ça a été le cas par exemple pour l'écrit, pour la langue, hein, on a fait croire que la langue pouvait être de droite ou de gauche. Donc la langue de droite, c'est quand vous êtes contre l'écriture inclusive, la langue de gauche, c'est quand vous êtes pour l'écriture inclusive. C'est-à-dire que quand vous défendez la langue de gauche, vous allez dire que eh ben, mettre un point E, c'est en fait agir pour l'égalité homme-femme. Évidemment que la condition des femmes ne s'est pas améliorée depuis qu'une partie de l'administration française utilise l'écriture inclusive. Ça serait malheureusement, l'actualité nous prouve que tous les jours, des femmes sont violées, agressées, tuées. Voilà, l'activité récente, malheureusement, nous le rappelle avec une grande violence. Donc, non, c'est pas en mettant des E à des mots masculins qu'on va améliorer la condition des femmes. Au même titre que quand on revient sur la science, on peut démontrer assez facilement ce qu'on a fait dans un autre rapport, qu'au contraire, l'écriture inclusive est discriminante et qu'elle éloigne justement de l'accès au sens tous ceux qui sont les plus éloignés de la maîtrise de la langue française, Logique. évidemment. Euh, on fait la même chose avec la sexualité, c'est-à-dire que dans le cadre du sujet qui nous occupe, eh bien, on laisse entendre que vouloir préserver les enfants du registre de la sexualité adulte serait un truc de réac de droite, alors que promouvoir le fait qu'on puisse parler de sexualité à des enfants serait un truc progressiste. Et c'est pour ça que nous, on a tenu à faire, à la fois dans notre rapport et dans notre livre, toute une première partie qui est dédiée à l'enfance, qui est dédiée à se rappeler, à se souvenir de ce qu'est un enfant. Et en fait, on percute deux approches. Une approche idéologique qui confond ce qu'est une personne au sens du droit, c'est-à-dire qu'on dit un enfant est une personne à part entière, bien sûr, au titre de droit, mais ce n'est pas une personne au titre du développement. Un enfant est un être en développement. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Un enfant de moins de 12 ans ne peut pas remettre en cause la parole d'un adulte qui a autorité sur lui, ce qui est le cas d'un enseignant. Un enfant, quand un enseignant lui dit quelque chose dans le cadre de l'institution scolaire, il le croit sur parole parce que parce que c'est un adulte qui le lui dit dans le cadre d'une institution qui est celle du savoir. Alors évidemment, si un adulte va dire à un enfant à 10 ou 11 ans qui a appris à 7, 8 ans que 2 et 2 font 4, là on est sur de la pensée concrète. L'enfant va lui dire ah ben non, non, 2 et 2 ça fait pas 4, je sais très bien à 10 ans que 2 et 2, enfin si quelqu'un si un adulte lui dit 2 et 2 font 5, l'enfant il va dire ah ben non, je sais très bien à 10 ans que 2 et 2 font 4. Ça évidemment que l'enfant sera capable de le faire. Mais si on est sur un registre autre, qui est un registre de l'abstrait, qui est un registre sur un domaine que l'enfant ne peut pas connaître parce qu'il ne peut pas éprouver, parce qu'il n'en est pas là de son développement, là, on fait appel à une capacité du développement de l'enfant qui s'appelle l'autonomie morale, que l'enfant ne va acquérir qu'à 12 ans. Voyez. Et donc là, si vous voulez, prétendre qu'on peut parler de sexualité à un enfant parce qu'il est capable de le recevoir, de le comprendre et d'intégrer ce qu'on lui dit, c'est faux du point de vue du développement clinique de l'enfant. Et donc là, on percute, si vous voulez, quand on travaille sur ces questions-là, deux registres. Le registre qui est celui de la science et le registre qui est celui de l'idéologie. Donc, pour répondre à votre question, il y a aujourd'hui clairement une position idéologique des partis de la gauche majoritairement qui considèrent que
oui, un enfant est sexuel, enfin est fonctionnel sexuellement dès qu'il naît, c'est l'idéologie Kinsey, OMS, etc. Et qu'à ce titre-là, on doit lui enseigner ce qui est du registre de la sexualité parce qu'il doit être capable de se défendre lui-même. Et donc, quand vous avez, par exemple, comme c'est arrivé dans une classe de CM2, une infirmière qui va, dans une séance d'éducation à la sexualité, dire à des enfants pour le plaisir, la fille peut sucer le pénis du garçon, et pour le plaisir, le garçon peut sucer le vagin de la fille et avaler quelque chose. Quand on a ce genre de contenu qui est dispensé, quand les parents demandent réparation, quand nous, SOS Éducation et les Mamans Louvres, on écrit au ministre de l'Éducation nationale, qui à l'époque est Papendiaï, et auquel on dit attention, là, il y a des dérives dans vos établissements, vous devez rappeler les règles de la circulaire, c'est interdit. Eh bien, vous allez avoir un syndicat qui est celui d'éducation qui va faire un communiqué de presse, ou en tous les cas qui va écrire noir sur blanc un communiqué pour dire qu'il soutient complètement l'infirmière qui a fait ça, qu'elle a complètement raison, et qu'il n'y a que des groupements réactionnaires Oui, extrêmes de je sais pas quoi oui, qui s'opposent à ça parce que en gros ce sont des radicaux cathos, religieux, enfin oui, je ne oui. sais quoi d'autre si vous voulez. La salade n'est pas fraîche, on l'a déjà entendu. Voilà, donc si vous voulez, euh, oui, il y a des professeurs aujourd'hui qui, par idéologie, considèrent qu'ils doivent porter cette parole-là et ils doivent, oui, aller dire à des enfants que, eh ben, leur zizi, c'est pas le zizi, c'est le pénis, que leur zézette, c'est pas la zézette, c'est la vulve, et que l'acte sexuel, c'est la pénétration, que le pénis, il doit être dur pour rentrer dans le vagin de la fille, et que le vagin, il doit être mouillé parce que sinon, ça accroche. Voilà. C'est des propos qui ont été tenus dans des classes de primaire, en CM1, en CM2, par des intervenants, par des infirmières, par des professeurs qui ont Oui, considéré qu'ils étaient dans leur juste droit, en respect de la circulaire, d'informer et d'enseigner aux enfants ce qu'était la sexualité, parce qu'après tout, il n'y a pas de tabou. Voilà. nous en sommes Mais là. ce faisant, si vous voulez, ils omettent un élément fondamental, c'est que l'enfant, eh bien, c'est dangereux pour lui de le plonger dans un registre de la sexualité adulte à un moment où il ne peut pas l'éprouver, où ça peut provoquer chez lui une sidération, un choc psychique dont les conséquences peuvent être traumatiques. Critique. Et à ce titre-là, si vous voulez, ils agissent à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Et c'est pour ça que nous, on a tenu à produire un travail qui permet de revenir sur ce qu'est un enfant, de réexpliquer quelles sont les différentes phases du développement de l'enfant et pourquoi ce qui est fait actuellement quand on est dans ce registre-là de la sexualité adulte est dangereux pour l'enfant, contraire à ce qu'il faut faire pour justement le protéger et le préserver par la suite. Ce sera ma toute dernière question et remarque. Le- Déjà, deux petits points, disons, techniques. Le rapport que vous avez produit, comment nos auditeurs peuvent-ils le trouver? S'il y a un lien disponible, il sera sous cette vidéo, mais je le dis au cas où ils voudraient le consulter. Et même chose pour votre livre, qui est donc aux éditions Artege. Pouvez-vous nous en donner le titre? Oui, alors le livre, c'est celui-ci. Moi, je sais pas si on voit bien. Non, c'est flouté, donc voilà, l'image. L'éducation sexuelle à l'école. Voilà, l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question. Donc, c'est chez Voilà. Artege et c'est donc co-rédigé avec Maurice Berger et puis le médecin Régis Bruno et la médecin gynécologue Nicole Athéa. Et puis, avant de sortir ce livre, on avait produit un rapport qui est accessible sur le site internet de SOS SOS Éducation. Éducation. Le lien Voilà, est en gratuitement, description. et dans lequel on a une partie qui est dédiée justement aux dérives qui nous sont remontées. Et en fait, l'objectif, c'était après ce rapport dont on a eu des retours comme quoi il était un peu technique, un peu dur, le livre permet d'avoir un accès plus grand public et on a évidemment conservé tout l'essentiel de ce qui est important pour nous, c'est-à-dire la présentation scientifique du développement de l'enfant, de manière à ce que chacun comprenne le risque pour les enfants et que chacun puisse avancer dans le respect de l'enfance et du développement des enfants. Ce sera
En dernier point, juste une petite parenthèse pour nos auditeurs, pour ceux qui se le demandent, parce qu'ils ont déjà entendu le nom de Maurice Berger. Maurice Berger est un spécialiste aussi du sujet très délicat de la violence. Il a fait un ouvrage majeur aux éditions de l'Artilleur il y a quelques années là-dessus. Et je salue également les Mamans Louves qui ont été interviewées sur la chaîne il y a quelques mois de cela. Pourrait-on dire, ce sera ma dernière question, qu'il y a aujourd'hui, faut bien peser ces mots dans ce genre de cas, qu'il y a aujourd'hui une infiltration d'une part de l'institution scolaire par des groupes activistes sur ce dossier-là, précisément, sachant qu'une partie euh, des théories défendues sont tout de même à la fois dangereuses pour l'enfant et certaines, il y a encore quelques années, étaient pénalement répréhensibles. Donc, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des groupes organisés au sein de l'institution scolaire qui entendent promouvoir une sexualisation de l'enfant? Ou Alors, ce sont des dérives individuelles? alors, euh, pour pouvoir répondre à votre question, il faut vraiment remonter à l'origine des choses. Mhm, C'est-à-dire qu'à l'origine des choses, on a les États-Unis, Alfred Kinsey, mhm, euh, malheureusement qu'on connaît bien, qui est donc un sexologue autoprogrammé, donc, enfin autoproclamé, donc aucune formation, rien du tout, qui va présenter des travaux, notamment sortir un livre, qu'il va définir comme étant les pratiques des hommes américains, des pratiques sexuelles des hommes américains, qui en fait est complètement biaisé. Plusieurs scientifiques à l'époque déjà vont critiquer son travail en disant que c'est pas rigoureux du tout. Pourquoi? Parce qu'il va s'appuyer sur les déclarations de dé- de, pardon, Sur des déclarations de déviance, si mes souvenirs sont bons. de délinquants sexuels absolument et de pédocriminels qui d'ailleurs seront condamnés par la suite. Et notamment, il va produire et publier des documents assez horribles et ignobles qui sont en fait des tableaux où ces pédocriminels relevaient en fait des réactions de bébés qu'ils vont eux qualifier d'orgasme. À partir de là, va être caractérisée une idéologie qui s'appelle la sexualité infantile. Euh, Ces travaux, qui seront donc évidemment critiqués par d'autres scientifiques, hein, vont malgré tout être repris par un certain nombre de disciples de Kinsey, euh, parce que on voit bien l'intention. C'est-à-dire que si l'enfant naît sexuel, si l'enfant n'est capable d'avoir une sexualité, les relations sexuelles avec les enfants sont banalisées. Donc c'est la banalisation de la pédophilie, évidemment, et de l'inceste. Donc, dans cette démarche, Kinsey va mourir dans des conditions conformes à ses pratiques sexuelles, mais ces travaux vont être pris par deux de ses disciples, Walter Pomeroy et Marie Calderon. Euh, les deux vont poursuivre ces démarches qui consistent à dire, finalement, il n'y a pas de problème à avoir des relations sexuelles avec un enfant, même au sein de la famille, l'inceste. En fait, ce qui pose problème, c'est la manière dont les adultes autour de l'enfant vont considérer que c'est mal. Voilà. Donc, quelque part, c'est la société Oui, qui oui. pose un jugement, mais l'acte en lui-même ne devrait pas ne devrait pas poser de problème. Ces deux personnalités vont aller créer une structure institutionnelle aux États-Unis qui s'appelle le CIECUS. Et le CIECUS, si vous voulez, c'est en fait l'institut qui va formaliser les programmes d'éducation à la sexualité dans les écoles américaines des tout petits enfants américains à partir des années 60. Et c'est intéressant quand même de savoir que Marie Calderon, qui sera donc au board de cette structure CIECUS, sera la première présidente et représentante en fait de ce qui sera le planning familial international, c'est-à-dire le planning familial aux États-Unis. Et quelque part, si vous voulez, l'infiltration de ces systèmes idéologiques démarre dans cette origine-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ça en 2024, parfois on se dit, bah non, mais c'est normal que le planning familial en France soit engagé dans les écoles.
pour expliquer la prévention, les risques de grossesse, etc. non désirés. Mais c'est pas là le souci. Le souci, c'est l'origine du système. L'origine du système, il vient des États-Unis et d'un planning familial qui naît par une disciple des travaux de Kinsey, qui ensuite va intégrer donc tout un ensemble de programmes scolaires totalement institutionnalisés aux États-Unis et qui vont prendre place comme des modèles qui vont quelque part influencer, en tous les cas, documenter des organisations telles l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, quand l'Organisation mondiale de la santé va engager un travail sur ces questions-là, elle va commencer un premier travail avec qui donc bat le planning familial justement pour créer ce qu'ils vont appeler une structure des droits sexuels. Et ces droits sexuels vont concerner les enfants. Et là, on va voir tout un ensemble de concepts fumeux comme la sexualité citoyenne, la sexualité comme source de bien-être général, la reconnaissance du plaisir chez l'enfant, la reconnaissance de la masturbation comme objet de plaisir chez des enfants dès la naissance. Et donc, on va voir apparaître à Nous ne travers à la sommes fois pas, des... si je puis me permettre, et cette remarque ne m'est imputable et ne peut pas vous être imputée, je le dis pour les éventuelles personnes qui seraient désireuses d'en découdre là-dessus, on est quand même pas très très loin de, enfin, si vous voulez, si l'idée de départ, je veux bien l'entendre, est différente de la pédomanie, l'idée d'arrivée y arrive quand même assez facilement. Enfin, si vous voulez, quand j'entends ça, c'est moi, en tant que père de famille, c'est ça que j'entends. Alors, vous avez raison de préciser que ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi, hein. Et et on le refait dans le livre et dans le rapport. C'est-à-dire qu'on fait état de cet historique. Enfin, je veux dire, ça serait aberrant de ne pas en faire état. Comme sur ce concept de droit sexuel, ensuite le groupe de travail qui va être constitué par l'OMS pour travailler sur ces futurs programmes qui vont devenir les fameux standards européens standards pour l'éducation sexuelle en Europe dans le cadre scolaire. On a un groupe de travail avec 17 participants, dont 16 ont des liens avérés avec les groupes LGBTQIA+, planning familial, etc. Si vous voulez. Ça, c'est un fait. C'est un Bien fait. sûr. Il n'y a pas de pédiatre, de pédopsychiatre sans conflit d'intérêt dans ce groupe de travail-là, par exemple. C'est-à-dire que quand des gens comme Maurice Berger ou les gens avec lesquels moi j'ai travaillé alertent en disant attention, c'est contraire à l'intérêt de l'enfant, et nous, médecins scientifiques, on peut le prouver, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, on ne tient pas compte des analyses scientifiques qu'ils posent sur cette question-là. Et donc, si vous voulez, l'OMS va donc produire à partir de ces travaux-là, de ces groupes de travail-là, euh, des standards dans lesquels on va retrouver des recommandations pour l'éducation sexuelle dans les pays d'Europe par âge, et on va retrouver exactement la sémantique qu'il y avait dans le siecus, c'est-à-dire qu'en gros, il faut apprendre à l'enfant que, eh bien, pour le plaisir, on peut se faire des caresses pour se dire qu'on s'aime beaucoup, que on peut se caresser les parties intimes pour se sentir bien et se faire du bien, qu'il faut apprendre aux enfants à savoir dire ce qui leur est agréable de ce qui leur est désagréable. Il faut apprendre aux enfants des tout petits à dire oui et à dire non. Et donc, si vous voulez, on est évidemment dans le déploiement de l'idéologie d'une sexualité infantile qui doit être reconnue et dont il s'agit d'éduquer les enfants. Et c'est bien sur ce registre-là que nous, de manière très ferme, dans un texte qui est signé de Maurice Berger, qui est dans le rapport et dans le livre, on réfute catégoriquement l'idéologie de sexualité infantile. On en réfute même le terme parce qu'on considère que ce terme a été dévoyé par l'OMS qui a calqué cette terminologie sur le registre de la sexualité adulte. Et dans notre travail, on ne parle jamais de sexualité infantile parce que on est très clair là-dessus, les enfants n'ont pas de sexualité fonctionnelle avant l'âge de la puberté, qui va marquer une modification physiologique. À partir de là, tout un ensemble d'éléments métaboliques et physiologiques vont s'organiser et l'enfant va pouvoir avoir ses premières pulsions sexuelles qui sont liées à un mécanisme hormonal qui est scientifique, médical et bien connu. Mais avant cela, il n'y a pas de sexualité chez l'enfant. Qu'il y a, c'est une sensorialité,
une curiosité sensorielle et des pulsions de savoir, notamment sur l'énigme de la vie. Et à ce titre-là, on décrit, bien sûr, ce qu'on appelle le concept d'Oedipe, hein, c'est-à-dire l'enfant qui veut faire couple avec ses parents. Il n'y a rien de sexuel là-dessus, évidemment. Rien, c'est Freud l'a très bien formulé. Le petit garçon qui veut épouser maman ou la petite fille qui veut épouser papa ne veut pas être pénétré par papa et ne veut pas pénétrer maman, évidemment. Donc, on n'est pas dans un registre sexuel, on est dans un registre sensoriel quand il s'agit de la curiosité de l'enfant sur son corps et évidemment d'expérimentation, de caresses qu'il fait sur toutes ces parties de son corps. Et effectivement, il faudrait expliquer à tous ces idéologues que chez un enfant, il n'y a pas que le sexe qui est une zone érogène, il y en a d'autres, heureusement. Mais ça, évidemment, on n'est pas là-dessus, bien sûr. Et il faut aussi bien avoir en tête que l'enfant n'a pas à consentir et qu'il est aberrant que dans des programmes scolaires, que ce soit ceux de l'OMS ou d'autres, on puisse écrire qu'un enfant doit apprendre à dire oui ou à dire non. Parce qu'à partir du moment où on lui apprend qu'il peut dire non, ça veut dire qu'on lui apprend qu'il peut dire oui. Et ce qu'on doit surtout lui apprendre, c'est qu'il n'a pas à consentir parce que il n'y a pas de registre sexuel Son s'agissant d'un corps enfant. est inviolable. Voilà. Et qu'à partir du moment où quelqu'un pose quelque chose de sexuel sur lui, il est une victime vulnérable de par son jeune âge et qu'on se doit, nous les adultes, de le protéger et en aucun cas, de faire croire que c'est à lui, à l'enfant, de se protéger lui-même, ce qui est explicitement écrit justement dans les standards de l'OMS, c'est-à-dire apprendre à l'enfant à se protéger, à être responsable de sa vie. C'est aberrant qu'on ait ça décrit sur des enfants qui sont prépubères et qui sont des mineurs, évidemment. Voilà le lien qu'on peut faire. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, Oui, j'espère. oui, Sinon, c'est très bien et beaucoup de nos auditeurs pourront retrouver à la fois récent rapport des Mamans Louves qui a été dans lequel a participé quelqu'un que nous connaissons bien sur cette chaîne, qui est Thibaut Caverzin, et également pour ceux qui veulent se documenter historiquement, il y a eu en français, je ne sais pas si c'est encore disponible, les écrits de l'universitaire Judith Reisman sur le cas Kinsey. absolument, bien sûr, bien Donc, sûr. Sophie Audugé, je vous remercie beaucoup et vous revenez sur la chaîne quand vous voulez pour ce sujet ou d'autres. Mais je pense que c'était bien de faire un point. Les liens vers votre ouvrage, disons, de vulgarisation pour nous les parents. Et c'est toujours utile. Et les liens vers le rapport pour ceux qui veulent attaquer le dur seront sous la vidéo. Merci beaucoup et surtout bon courage. Chers Merci à amis vous. du Cercle Aristote, nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.